et à toutes, pardon. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour discuter un peu des fêtes de fin d'année. Je sais que vous êtes nombreux à être hyper anxieux de ces repas un peu plus compliqués. Donc ce soir, on va essayer vraiment d'avoir une thématique un peu plus générale au niveau des fêtes. Et la semaine prochaine, on essaiera de travailler ça un peu plus précisément au niveau des choix des aliments, éventuellement des recettes, etc. Donc on va faire ça en deux parties parce que la thématique est suffisamment grande pour pouvoir en faire deux chats. Donc c'est vrai que ce soir, ce qui aurait été intéressant, c'est de trouver un petit peu l'organisation, le choix que l'on va pouvoir mettre en avant, etc. Donc c'est vrai que le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est éviter d'acheter un petit peu toutes les gourmandises qui peuvent être présentes déjà en grande surface notamment, puisque je les ai vues, hein, donc tout ce qui est chocolat, papillotes, pâtes de fruits, les fruits secs, les fruits oléagineux, les fruits confits, etc. Toutes ces petites choses qu'on a tendance à vouloir acheter en se disant bon ben au moins c'est fait, je les aurai pour les fêtes de fin d'année, et puis on a tendance à y piocher dedans. Donc au lieu d'avoir comment dire 1, 2, 3 repas, on va finalement se retrouver avec un mois d'extra alimentaire, alors que bon, c'est pas la chose la plus facile à résister. Effectivement, Karim, c'est difficile avec les enfants, mais si on arrive à attendre au moins jusqu'au 15 décembre, c'est quelque chose de super intéressant. Même pour les enfants, je trouve que c'est quelque chose d'important de leur apprendre que les fêtes de Noël, c'est un moment particulier et que c'est pas forcément depuis le 1er novembre, comme j'ai pu voir les calendriers de l'Avent. Ça nous en fait acheter deux, alors que en attendant un petit peu, ça aurait été plus intéressant. Donc pour les enfants, notamment le calendrier de l'Avent, c'est quelque chose d'important, ça leur apprend la quantité, hein, Karim par exemple. Donc au niveau, voilà, au niveau du repas, donc globalement en France, on a l'habitude de faire le 24 au soir, donc ce qu'on appelle le réveillon, et le 25. Donc à mon sens, c'est voilà deux repas importants qui sont là vraiment pour vous apporter plus qu'une alimentation particulière, mais on va vraiment avoir cette notion de plaisir, de partage qui va être hyper important. Donc c'est nécessaire, si vous voulez, de aussi partager ce moment-là. Donc de pas forcément se restreindre au niveau des choix alimentaires, d'accord? Donc au niveau, c'est vrai, de l'apéritif, on a tendance à vous conseiller d'éviter tout ce qui est petit four. Globalement, je serais sur éviter tout ce qui est transformé, donc tout ce qui est par exemple petits produits salés d'apéritif soufflés par exemple, hein, j'ai plein de marques qui me viennent mais j'ai pas le droit de vous les donner, donc toutes ces petites choses transformées là sont plutôt à éviter. On va rester sur des choses qui vont être basiques, j'entends par exemple un morceau de fromage, une olive, une crevette, des légumes à croquer, voilà, quelque chose qui va être non transformé. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant. Ça va être vraiment pour l'apéritif. Au niveau des alcools, plutôt choisir des alcools basiques. Effectivement aussi, on va avoir les apports caloriques de l'alcool, donc on évite de mélanger ça avec les apports caloriques d'un produit sucré, donc j'entends les boissons sucrées, que ce soit jus de fruits ou coca, donc on peut peut-être se dire plutôt du vin ou du champagne qui vont être ceux vraiment qui vont être le plus basique, le plus simple possible, et on peut pouvoir déguster le plus longuement possible. Voilà. Au niveau donc de l'entrée, on va essayer d'avoir toujours un apport en légumes. Quelque chose qui va être intéressant. Ça peut être des crevettes par exemple, ça peut être peut-être le toast de foie gras, pourquoi pas, hein, puisque c'est quelque chose de saisonnier. Alors là, vraiment faire attention à la quantité en priorité. On va manger une tranche de foie gras et pas forcément comment dire le bloc en lui-même. On se laisse pas porter trop par la gourmandise. Au niveau de l'assiette, donc c'est vrai qu'on a tendance à vous éduquer déjà sur cette notion d'équilibre alimentaire avec la journée libre, et on va en discuter, hein. Je vois que c'est difficile en ce moment pour vous les journées libres, donc pourquoi pas essayer voilà, d'avoir une composition avec une viande ou un poisson, hein. C'est vrai que la sauce, c'est pas forcément la chose la plus agréable, que ce soit à digérer ou en apport calorique, donc peut-être faire attention aux apports en sauce, avoir un apport en féculents et avoir un apport en légumes, hein. Donc on pourrait avoir des exemples, par exemple, je sais pas moi, un chapon, une dinde, une volaille, une pintade par exemple, ou un poisson ou des crustacés, donc quelque chose voilà, d'assez noble par rapport au fait, avec peut-être, je sais pas, des haricots verts, des fagots de haricots verts, ou éventuellement de la courge un petit peu poêlée, ou pourquoi pas en crumble, pourquoi pas. Avec un apport en féculent, que ce soit du riz, que ce soit une polenta, que ce soit un pain un peu plus travaillé, pourquoi pas. Il peut y avoir beaucoup de choses de ce côté-là. On arrive mode au dessert. Donc attention au fromage aussi, parce qu'on a souvent tendance à faire le gros plateau de fromage et à se laisser tenter par un petit morceau de chaque. Donc voilà.
Faites attention justement à bien tout mettre dans votre assiette de manière à pouvoir visualiser la quantité de ce que vous allez consommer. Au niveau du dessert, bien entendu que le chocolat, hein, c'est la thématique un petit peu essentielle au niveau de Noël. Donc une tranche de bûche, ok. À mon sens, la bûche pâtissière est quelque chose qui est relativement riche, hein, que ce soit au niveau du gâteau, au niveau de la crème au beurre. Si c'est pas crème au beurre, c'est souvent chantilly ou une crème un peu montée comme ça, donc plutôt quelque chose d'assez riche. Les bûches glacées vont avoir une teneur en sucre parfois élevée, donc n'hésitez pas à comparer les étiquetages nutritionnels pour choisir le meilleur d'entre eux. Quoi qu'il en soit, choisissez quelque chose qui vous fait plaisir et qui est en accord avec votre conscience, en se disant bon ben voilà, on va être sur une portion, une tranche de toute manière et pas un gros morceau. J'essaye de lire un petit peu vos affirmations en même temps. Donc, si vous voulez la journée libre, on fait une petite aparté tout à l'heure, puisque vous êtes 2 ou 3 à me parler de ça. Alors ouais, c'est vrai, Daniel, je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau des supermarchés de réapprovisionnement. Donc à voir à ce moment-là. Donc oui, les olives, c'est quelque chose qui peut être consommé, pourquoi pas, hein, ça va être une petite poignée, donc c'est ce qu'on appelle un fruit oléagineux puisqu'on fait de l'huile avec. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est gras, mais quelque chose qui est réellement masticable. Donc on a cette notion, si vous voulez, au niveau de l'apport alimentaire avec un produit non transformé, donc c'est toujours plus intéressant que tout le reste. En termes de quantité, on est sur une petite poignée, hein, donc on peut dire entre 5 et 10 par exemple. Le Coca zéro, oui, ça peut être une solution, tout ce qui est zéro, sur ces moments-là, effectivement, pour vous rassurer. Habituellement, je suis plus contre les produits zéro et allégés, hein, je vous le rabâche assez souvent. Mais dans des cas un petit peu particuliers comme ça peut nous permettre effectivement d'avoir la sensation de plaisir sans en apporter les calories. Donc en quotidien, vous savez que je suis plutôt sur du non. Là, ponctuellement, sur des moments comme ça peut nous permettre de partager un moment agréable sans forcément culpabiliser derrière. Donc on revient au champagne et au vin. Effectivement, on va avoir sur une coupette ou sur un verre de vin basique cette notion voilà, de plaisir partagé sans forcément avoir un apport calorique extraordinaire. On va être à peu près à 100 calories le verre. Hein, donc c'est quelque chose qui est jouable si vous voulez sur un repas, du moment qu'on ne se laisse pas aller dans des quantités trop importantes. Qu'est-ce que vous voulez dire, Nicole, par vos dips? Je présume que c'est pour savoir si c'est consommable. Alors oui, Daniel, les plateaux de fruits de mer, c'est une bonne solution et c'est vrai qu'on développera le sujet possiblement, je pense, la semaine prochaine avec un petit peu plus de détails effectivement sur la qualité alimentaire des produits qu'on peut avoir. Mais ce sont des produits effectivement qui sont relativement nobles, peu riches en matières grasses, donc faites-vous plaisir. Hein, on est complètement dans la saison. Vous savez qu'au niveau des fruits de mer, la saison pleine, c'est vraiment l'hiver, hein, donc on dit les mois R en pratique, mais voilà, à partir d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, effectivement, on est vraiment sur cette notion, les fruits de mer, c'est quelque chose de saisonnier, d'agréable, de festif, de différent, donc oui, pourquoi pas les fruits de mer, c'est quelque chose qui est très intéressant, que ce soit consommé en cru ou en cuit. Attention parce que bien souvent tout ce qui est cuit est un petit peu plus riche parce qu'on va mettre soit un petit peu de crème, soit un petit peu de beurre, soit un petit peu de gratiné, de chapelure pour gratiner, pardon. Donc il y a vraiment cette petite notion qui pourrait apporter un petit peu plus de richesse. Faites attention bien à assembler votre repas à ce moment-là. Oui, Bible, les marrons châtaignes, on va les consommer effectivement plutôt comme un féculent. Exactement. Alors Daniel, oui, sorbet noix de coco, ça peut être une bonne notion. Alors c'est vrai que sur le sorbet, on a tendance à vous conseiller une boule. Après, on peut faire deux petites pour avoir une coupe un peu plus sympa. Mais oui, ça peut être une bonne solution effectivement pour votre dessert. Avec un petit carré de chocolat derrière, pourquoi pas. Pourquoi pas. À ce sujet, olive, c'est parce que vous vous souvenez bien, Daniel, qu'effectivement, pour moi, l'avocat, c'est juste des grosses olives pour vous faire la différence. Mais oui, effectivement, l'avocat, vous pouvez, hein, on reste vraiment dans un légume. Vous savez que voilà, c'est un des seuls légumes qui apportent des acides gras, mais des bons acides gras. Effectivement, c'est les mêmes que ceux qui sont présents dans les olives. Donc, ça peut être effectivement une entrée envisagée, avocat crevette, par exemple. Vous mixez vos crevettes avec du citron vert, j'adore ça. Et vous les mettez dans l'avocat, ça peut être vraiment quelque chose de super sympa. Donc avocat, oui, bien entendu, c'est un légume comme un autre, donc on peut en consommer. N'hésitez pas à varier le plus possible. Alors Caroline, enchantée, je crois qu'on ne s'est jamais vu sur le chat.
Donc, votre mari et vous sommes prêteurs. Ah bah oui, voilà, vous illustrez parfaitement ce que j'étais en train de dire. Au plus tard on commence à se tenter, au plus facile c'est. Donc, je peux que compatir à votre difficulté du moment avec effectivement tous les plats qui commencent à se travailler. J'imagine que c'est effectivement compliqué. Vous faites du coup que du sucré, que du salé, pardon, ou aussi du sucré? Parce que s'il y a effectivement les petits chocolats qui traînent et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Les deux. Ah oui, ça c'est vraiment très très difficile. Donc là, c'est vrai ce qu'on pourrait envisager. J'en reviens toujours à la même chose. Vous savez que on a souvent des compulsions alimentaires qui sont présentes dans la journée, dans 80% des probabilités parce que nos repas n'ont pas été assez consistants. Donc c'est vrai que le premier conseil que je peux vous donner là, Caroline, c'est vraiment de ne pas faire l'impasse sur vos repas, de bien faire votre goûter l'après-midi de manière à ce que votre corps n'ait pas cette pulsion alimentaire de vous réclamer de l'énergie en plus de votre plaisir gustatif. Donc vraiment, faites bien attention à votre rythmique alimentaire là pour les 3, je suis en train de regarder la date, pour les 3 bonnes semaines qui viennent. S'il y a des choses qui vous font réellement plaisir, n'hésitez pas à les introduire dans votre journée libre de manière à ne pas développer le taux de frustration. D'accord? Alors Daniel, quand on a faim, on peut mettre un œuf dur dans les légumes verts. Alors vous savez que l'œuf, ça va être une catégorie, donc celle qu'on appelle la viande poisson œuf. C'est pas une catégorie qui va être de la même manière que les légumes, de manière à satiété. Donc c'est autant que bon vous semble. L'œuf dur, si c'est qu'un seul et qu'une fois de temps en temps, je vais vous dire oui, bien entendu, parce que c'est un produit qualitatif, c'est la protéine de référence. J'ai pas de critique à faire sur ce produit-là. Par contre, attention, ça va vraiment nous apporter quand même un apport calorique. Ok? Donc si on reste sur une petite quantité, j'y vois aucun inconvénient. Si vraiment, par contre, on se laisse emporter dans une quantité un peu plus importante, attention. D'accord? Mais voilà, un œuf dur, effectivement, sur des légumes quand on a faim ponctuellement, pourquoi pas? Après, avoir la fréquence de la faim, là, Daniel, hein, parce que du coup, je dis oui, mais si vous avez faim plusieurs fois dans la journée, ça nous fait plusieurs œufs durs. Peut-être si vous avez une précision, je répondrai plus précisément à cette question. Alors, Nicole, quand on a faim, c'est vrai que la première chose que j'ai tendance à vous conseiller, c'est de rajouter des légumes à votre repas du midi et du soir. D'accord? Ça va nous rajouter du volume alimentaire dans notre bol et ça va retarder un petit peu notre vidange gastrique. Donc, prolonger très possiblement votre satiété. À quel moment précisément vous avez faim? Parce que peut-être que c'est en retravaillant votre rythmique alimentaire que l'on va trouver la bonne réponse. Alors, Marie-Christine... C'est vrai que vous avez repris du poids, Marie-Christine, avec le pot-au-feu? Parce que le pot-au-feu, c'est quelque chose qui est relativement bien équilibré. Hein. On va avoir une viande, on va avoir des légumes, on va avoir éventuellement la pomme de terre et ou du pain pour apporter l'apport en féculents. Mais à mon sens, c'est pas quelque chose de catastrophique. C'est souvent d'ailleurs un exemple que je donne pour étoffer un petit peu cette notion de plat complet. Donc c'est intéressant de me faire ce retour-là. C'est vrai que sur certaines recettes, donc comme le pot-au-feu, c'est fortement conseillé de voir avec le boucher pour choisir les morceaux de viande les moins gras possibles. Sinon, vous avez toujours la technique de préparer la veille ou l'avant-veille, de laisser refroidir la graisse, donc qui va pelliculer sur la surface, et de pouvoir l'enlever par la suite. Ça, c'est vraiment des petites techniques culinaires qui peuvent effectivement vous aider aussi. Donc, Caroline, j'en étais à Caroline. 22, 23, 24, vous travaillez. C'est vrai que les fêtes pour certaines professions, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Hein. Donc, je vous souhaite beaucoup 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 de courage. Oui, vous pouvez tout à fait vous faire des soupes maison, Carolina. Ça, il n'y a pas de souci du moment qu'il n'y a pas voilà, quantité de pommes de terre ou de légumineuses dedans. Voilà, si on est vraiment que sur des légumes, vous pouvez en manger autant que bon vous semble pour vous faire effectivement cette notion de remplissage. Tout à fait. Tout ce qui est maison, de toute manière, sera beaucoup plus maîtrisé en apport de nutriments, hein, que ce soit en sel, en matière grasse ou en féculents, ce sera forcément plus intéressant. Après, il y a certaines enseignes qui vont faire effectivement des soupes vraiment 100% légumes avec un apport maîtrisé en sel et en matière grasse, mais
voilà, ce qui sera fait maison sera toujours plus intéressant, ça c'est certain. Au niveau des légumes, je vois que Erin me pose aussi la question, que les légumes soient crus, cuits, j'ai envie de dire frais, surgelés en conserve ou en soupe, c'est quelque chose qui fait partie de la même catégorie d'aliments, d'accord? Donc c'est cette catégorie qu'on appelle les légumes, les végétaux, et que l'on peut consommer finalement, je ne vais pas dire à volonté parce que ça nous fait nous déconnecter un petit peu de nos sensations alimentaires, mais j'ai envie de vous dire autant que bon vous semble, d'accord? Donc utilisez le terme à satiété pour le coup. Donc, ouais, Nicole, si vous avez faim tout de suite après le repas, c'est que votre composition de plateau de votre repas n'est pas assez consistant. Donc, vraiment, rajoutez-vous des légumes autant que bon vous semble, surtout sur les premiers jours, si ça fait pas très longtemps que vous avez commencé le programme avec nous. Si vraiment on est sur les premiers jours, c'est là où c'est le plus difficile. Votre corps va s'adapter petit à petit, hein, je vous dis au bout d'une petite semaine environ, vos récepteurs autour de la paroi de l'estomac vont être beaucoup plus sensibles et donc du coup vous allez pouvoir ressentir votre satiété beaucoup plus rapidement. Mais pour l'instant, voilà, n'hésitez pas à rajouter des légumes autant que bon vous semble. Vraiment, c'est quelque chose qui est important parce que vous devez sortir du repas confortable. Sinon, vous allez cultiver votre faim tout au long de la journée et être en dette calorique de repas en repas. D'accord ? Donc vraiment, rajoutez-vous des légumes, peu importe la forme sous laquelle vous allez en avoir envie ce jour-là. Vous avez bien compris, Nicole? Parce que j'ai beaucoup parlé. Alors, Hermine, c'est bon, j'ai répondu. Alors, après les repas félicitations, c'est une très très bonne question, Florence. C'est vrai que j'ai pas pensé à en parler sur la partie un petit peu thématique de la soirée. Donc, merci de m'y faire penser. Quoi qu'il en soit, on ne se restreint surtout pas avant de passer au repas festif. Donc, on pourrait avoir cette technique de se dire, bon, bah, tiens, le 22, le 23, je vais manger léger. Non, 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 parce qu'on va arriver sur le 24 et 25 avec des dettes caloriques où justement, on va avoir notre corps qui va avoir tendance à nous donner plus envie de manger. Donc du coup, pour éviter ce côté pulsionnel, on fait bien ces repas sur les jours qui précèdent les repas festifs. Ce qu'on peut effectivement conseiller, c'est se dire qu'au niveau de la balance énergétique, on a nos apports d'un côté et de l'autre, on va avoir nos dépenses. Donc quoi qu'il en soit, pourquoi pas envisager sur les jours qui suivent une activité physique un peu plus importante. Moi, je pense même à la balade digestive du 25 décembre. C'est quelque chose qui peut être super intéressant. Point numéro 2, vous avez toujours vos sensations alimentaires qui sont là pour vous rappeler. Et je pense que je vais vous donner mon exemple perso, mais je pense que pour tout le monde, c'est la même chose. Quand on a consommé voilà, des repas un petit peu plus chargés sur 2 ou 3 repas de suite, on est un petit peu ballonné, un petit peu nauséeux et tout. Se dire, cette sensation de plein d'alimentation, on n'a plus forcément envie de consommer. Donc pourquoi pas manger un petit peu plus léger sur les jours qui suivent sans s'en obliger pour autant, d'accord? C'est vraiment l'idée de se dire, bon, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle me dit, ma digestion? Je suis un peu lourde en digestion, bah, je vais manger quelque chose d'un petit peu plus léger. D'accord? Léger ne veut pas forcément dire déséquilibré. Hein. On peut manger, par exemple, une soupe, une tranche de pain et une tranche de jambon. On va être sur quelque chose d'équilibré, mais de quelque chose un petit peu plus léger à digérer. Donc, à mon sens, Florence, voilà, l'attitude, ce serait celle-ci. Vraiment bien s'écouter au niveau du système digestif, j'ai envie de dire. Redoubler un petit peu d'efforts sur l'activité physique sans forcément être sur quelque chose d'extrêmement, comment dire, choquant. C'est quelque chose de forcément très important, mais voilà, se dire la balade digestive, profiter du moment en famille, à partager, et je pense que ça peut suffire pour rattraper ces 2 jours, d'accord? Pour moi, la problématique principale vraiment au niveau des fêtes, c'est pas les repas, c'est tout ce qu'il va y avoir autour. Donc, ce que je disais tout à l'heure au niveau des gourmandises, de ne pas les acheter trop tôt, ça c'est quelque chose de relativement très important, et surtout si on reçoit, de ne pas prévoir pour 15 personnes alors qu'on n'est que 8. Parce que sinon, je vais avoir des repas un peu plus riches pendant plusieurs jours. Toujours la solution de congeler, vous me direz, mais généralement, c'est pas ce qui est fait. Alors Daniel, pour avoir une soupe minimum calorique, quels légumes? Alors franchement, c'est tous les légumes. Du moment que vous mettez pas de féculents dedans, vous allez avoir un apport calorique très maîtrisé. Hein. Vraiment très maîtrisé, autour des 60 calories l'assiette. Donc vraiment, je peux pas vous choisir un légume par rapport à un autre, Daniel, parce que ça va vraiment être quelque chose de relativement équivalent. Faites les légumes de saison en priorité. On va vraiment avoir cette notion au niveau des vitamines, des minéraux qui vont être très intéressants sur les légumes de saison. Tout ce qui est hors saison, de toute manière, il faut les privilégier plutôt surgelés. Hein. Je pense notamment à la courgette qui peut être intéressant souvent en potage, en mélange de potage. Vraiment de se dire la courgette qui vient
de l'autre bout du monde et quelque chose qui ne contient plus beaucoup de vitamines, donc le privilégier à ce moment-là en surgelé. Alors Catherine, au niveau des laitages, c'est vrai que personnellement, j'ai plutôt tendance à vous conseiller des laitages demi-écrémés. Donc on va avoir deux étiquetages possibles, que ce soit donc sur les yaourts, sur les fromages blancs ou sur les petits suisses. On va avoir la notion de 3% sur produits finis ou de 20% sur produits secs. Ça veut dire exactement la même chose, ça veut dire le lait demi-écrémé. Donc on a trois possibilités d'étiquetage, pardon, je vais y arriver en termes de produits laitiers. On a tout ce qui est lait entier, lait demi, écrémé et lait totalement écrémé, d'accord? Donc le totalement écrémé c'est le 0%. À mon sens c'est dommage d'être sur du 0% parce que le produit laitier perd un intérêt intéressant. Ça veut rien dire ce que je dis mais c'est pas grave. En matière de matière grasse, puisque la matière grasse va nous permettre d'avoir une matrice naturelle pour assimiler la vitamine D et donc le calcium et donc tout l'intérêt au niveau de l'entretien des os. Donc plutôt demi-écrémé à mon sens. Donc je pense, Catherine, c'est ce que vous voulez dire. Puis-je prendre du lait écrémé plutôt que de l'écrémé? Je pense que c'était du demi-écrémé que vous vouliez dire. Souvent en famille, de toute manière, c'est ce qui est le plus courant, le demi-écrémé. Hein, donc c'est celui qui est étiqueté en bleu. Ah, c'est super les flageolets, j'adore aussi. Donc les flageolets, c'est une légumineuse. Donc du coup, ça va être légumes secs, donc féculents. Donc féculents, donc idem lentilles, idem pois chiches, idem petits pois. Qu'est-ce qui me manque? Haricots blancs, haricots rouges. Ça peut être une bonne idée d'ailleurs le flageolet en repas festif. C'est des choses qu'on ne consomme pas forcément et ça peut être super intéressant. Donc plutôt flageolet dans votre assiette avec un apport viande. Hein. Souvent le flageolet se met plutôt avec une viande et un légume à côté. Ça vous fera un super repas de journée libre mode. Alors Caroline, demandez-nous un petit carré de chocolat extra noir. 92, vous y arrivez? 92%. Au niveau de l'amertume, c'est pas trop marqué. Ma tisane, c'est la chose qui me manque. Oui, bien entendu, Caroline. Vous savez que vous avez le droit à environ 10 grammes de chocolat, au-delà de 70%, donc 92, c'est encore mieux. À mon sens, oui, ça fait vraiment votre notion de plaisir. Donc, du moment que ça ne dépasse pas les 10%, j'y vois aucun problème. Faites-vous plaisir avec votre tisane. Ça vous permettra de maintenir vos efforts sur le plus long terme. Que prendre comme collation dans l'après-midi? Alors Nicole, la collation basique, c'est un laitage avec un produit de collation diète bon, donc que ce soit un yaourt, un fromage blanc, un petit suisse, un verre de lait, et avec un produit de collation, donc que ce soit les petits cakes au citron, les barres de céréales, les cookies, qu'est-ce que j'oublie, les sablés, et les petits mix de fruits oléagineux. Donc c'est un petit peu voilà le petit déjeuner, la basique. Après, si vous avez besoin d'autre chose, hein, je sais que j'ai des patients qui consomment un fruit par exemple, à ce moment-là, on dispatche différemment la répartition journalière. On est d'accord sur le demi-écrémé, Catherine, du coup. Ça, franchement, ça fera peut-être 15 calories, 20 calories, j'essaie de calculer vite fait de tête. Mais c'est quelque chose de réellement non significatif. Et vraiment, on perd cette notion de matrice naturelle au niveau du produit laitier où voilà, tout va de pair. D'accord? Donc, je ne suis pas trop partisane des produits light de toute manière. Ah Nicole, ok, je vois que je comprends mieux du coup la question précédente puisque vous trouvez que les collations ne remplissent pas assez. Moi je vous conseillerais du coup d'accompagner ça avec un fromage blanc qui contient un petit peu plus de protéines et qui peut du coup vous rassasier un petit peu plus longtemps. Je sais plus, je crois que c'est vous qui me posiez la question auparavant par rapport à la quantité, mais j'en reviens à la rythmique alimentaire. Si vous cumulez une faim importante après chaque repas, il va de soi que aucune collation ne vous suffira. Donc en rajoutant les légumes sur votre repas du midi, normalement vous devriez arriver plus sereine à la collation. Donc vous satisfaire plus facilement de la quantité de la collation et arriver au repas du soir de manière plus agréable aussi. Essayez voilà, d'être dans cette démarche-là sur la semaine, Nicole, pour pouvoir en discuter lundi prochain ensemble. Je pense que ça suffira. D'accord? Et fromage blanc, voilà, pour avoir cette notion de protéines un peu plus importante. 2 petits Suisses peuvent faire l'affaire aussi. 3% de fromage blanc, c'est du demi-écrémé. Exactement, Rose, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a 2 étiquetages possibles au niveau des produits laitiers. Ils essayent un petit peu de nous tromper de ce côté-là. Donc, pour le produit
laitier au lait entier, on va avoir l'étiquetage à 40% sur produits secs, à 6% sur produits finis. Donc ça veut dire exactement la même chose, c'est juste étiqueté de manière différente. Sur le demi-écrémé, on va avoir le 20% en matière grasse sèche et le 3% en produits finis. Donc c'est le demi-écrémé. Et le totalement écrémé est à 0%. Est-ce que ça vous va comme réponse rose? Donc le 3%, c'est du demi-écrémé. Vous pouvez tout à fait en manger avec du poivre et du sel si vous appréciez ça. Je pense à la faisselle, là, du coup, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un produit qui est complètement autorisé aussi. Ça vous fait votre apport en produits laitiers. Vous avez le droit à 2 dans la journée. Bioéquitable. Faites-vous plaisir, Caroline. Vraiment, c'est quelque chose d'important dans l'alimentation. Ouais, le zéro, c'est pas terrible en goût, je trouve, personnellement. Et nutritionnellement parlant, on perd vraiment quelque chose d'important pour cette notion de matrice naturelle du produit laitier. Donc, franchement, c'est un bon compromis, le demi-écrémé. Alors, Véro, bonne question. Si on boit trop d'alcool pendant les fêtes, non, on n'évite pas les fruits puisque ce n'est pas une équivalence. Qu'est-ce qu'on fait si on boit trop d'alcool? C'est un vrai extra. Je ne pourrais pas vous aider à le rattraper, si ce n'est de bouger plus. Là, c'est vraiment difficile pour moi de vous faire une équivalence puisque l'alcool, c'est vraiment une catégorie d'aliments qui ne sert à rien au niveau de notre corps. C'est vraiment juste là pour nous faire plaisir. Donc, si vous êtes vraiment dans le trop d'alcool, hein, donc le trop d'alcool, pour moi, c'est plus de 3. Plus de 3 verres, j'arriverai pas à vous le faire rattraper. Donc, ce sera quelques jours perdus à rattraper éventuellement avec une activité physique. Oui, les endives braisées, il n'y a pas de souci, Catherine. On est vraiment sur un légume. Après, voilà, braisé avec peu de matière grasse, hein, de toute manière. Alors, je réponds donc aux 2 petites dernières questions et je vois qu'il est déjà 19h30. Donc, la cervelle, ça va vraiment être de Canu, je ne connais pas du coup. La cervelle de Canu, c'est un produit particulier, je vais vite regarder. Et au niveau de la brousse, oui, vous avez le droit. Par contre, la brousse, c'est quelque chose qui s'apparente plutôt au fromage. Donc, on va être sur une belle cuillère à soupe, quoi, environ 30 grammes. Alors, cervelle de Canu, c'est une présentation de quelle manière? Ah, c'est de la faisselle aux herbes. Vous voyez, j'imaginais pas du tout ça comme ça. Ok, donc oui, pas de souci au niveau de la cervelle de Canu. Je suis ok, Bib. 3 cuillères à soupe de toute manière, ça fait à peu près 100 grammes. Voilà. Je vous souhaite à tous du coup, ouais, je savais pas du tout que c'était typique du pays lyonnais. Catherine, on fera le point sur les oméga 3 si vous voulez la prochaine fois, puisqu'on développera un petit peu plus les produits, notamment de la mer, et il y en a pas mal dans les oméga 3, donc c'est quelque chose d'intéressant. Bonne soirée à tous, merci pour ce chat qui fut super intéressant pour moi, j'espère qu'il a été pour vous aussi. À lundi prochain pour la suite de ces fêtes. Bonne soirée, bon appétit à tous. Au revoir.